Alors, bonjour à tous. Donc, Éric Audran, je suis dirigeant d'une agence de communication Bluecom, implantée sur Poitiers depuis 30 ans, enfin, 31 ans, 1990. On l'a créée avec mon associé Jean-François Villeray. Euh, Fortement impliqué dans le tissu sociétal local, puisque adhérent au Centre des jeunes dirigeants depuis 15 ans, adhérent au SPN, adhérent bien sûr à Réseau Com 86, le réseau des communicants. Nous avons été aussi adhérents fut un temps au MEDEF. Et donc, nous, l'intérêt de ces réseaux est de s'y intégrer pour pouvoir y apporter quelque chose. Donc, parfois, on y apporte quelque chose, parfois pas. Ce soir, effectivement, c'est un petit pas avec le SPN. Donc, merci Anthony de me donner la parole et de donner la parole à la sobriété numérique, mais aussi à la sobriété de la communication et l'éco-communication. Pour ce qui est, je vais vous faire une présentation. Alors, on s'est entraîné tout à l'heure avec Anthony, donc je suis au taquet. Hop, bon, on va essayer comme ça. Alors, magnifique. Normalement, ça doit marcher, Tu me j'espère. surprendras tous les jours, Eric, hein. Ouais. Vous voyez, ça bouge tout seul en plus. Bon, là, j'y suis pas Incroyable. pour grand-chose, hein. J'ai les petites mains derrière qui bossent bien. Donc ça, c'est... Merci Thomas. Alors, tout d'abord, rapidement, la genèse de Bluecom et de l'éco-communication et de la communication responsable. Pourquoi? Bon, déjà, à la base, on avait une sensibilité à l'écologie avec mon associé. Mais en 2005, quand je suis rentré au Centre des jeunes dirigeants, au CJD, j'ai découvert la performance globale. La performance globale, c'est la performance économique, sociale, sociétale et environnementale. Alors au début, on se dit, les quatre ensemble, c'est un peu compliqué d'arriver à une rentabilité économique avec du social, du sociétal et de l'environnemental. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a de réelles opportunités et des business models à construire autour de ces quatre prismes et paramètres qui sont des fondements de l'entreprise aujourd'hui. En 2006, on a créé avec Laurent Brunet du 7 à Poitiers les trophées de la performance globale. Donc là, ça a duré 9 ans, 9 trophées régionaux, Poitou-Charentes. 2007, j'ai participé, grâce à une plénière du CJD, à une conférence sur le réchauffement climatique à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, avec des glaciologues. Et un des glaciologues nous a expliqué qu'en 30 ans, le glacier des Bossons ou le glacier la mer de glace avait perdu entre 1 km pour les Bossons, 2,5 km pour la mer de glace en longueur. Et en épaisseur, la mer de glace n'avait perdu que 200 mètres. Donc un détail, et tout ça en 30 ans. Donc on se dit, dans 30 ans, qu'est-ce qui va rester? Des glaçons pour le Ricard peut-être, mais donc c'est une vraie catastrophe écologique. Donc là, plus qu'une prise de conscience, ça a été plutôt version électrochoc. Donc je suis revenu dans nos plaines poitevines avec plein d'idées en tête. Donc j'ai proposé une plénière sur le thème du développement durable avec la directrice DD du développement durable de la LVMH, que l'on a menée donc avec une cinquantaine de chefs d'entreprise. Et on a proposé dans la foulée aux entreprises présentes de participer à un bilan carbone, bon, bilan carbone bien sûr individuel, mais aussi collectif. Donc là, on était 22 entreprises en 2008 à déposer des dossiers à l'ADEME. Alors pourquoi collectif? Parce qu'on a travaillé en fait en commission par secteur d'activité, ce qui nous permettait d'être plus performants, d'avoir plus d'idées. Donc le côté collaboratif était quand même hyper important et très intéressant et pertinent. Ça nous a permis d'avancer un peu plus loin dans nos réflexions sur le sujet. Alors on était bilan carbone, bien sûr, on était encadré par un professionnel, donc on avait un cabinet d'études qui travaillait avec nous. 2009, on a obtenu nos résultats, donc qui étaient corrects, mais potentiellement avec du potentiel d'amélioration. Et donc,
que de mémoire, on devait être à une dizaine de tonnes de carbone au niveau de l'environnement direct, impact direct de l'agence, et indirectement via les budgets de nos clients, on était à 64 tonnes, je crois. Donc, on a eu un plan d'action avec 5% de réduction par an pendant 5 ans. Ça, c'était le plan d'action du bilan carbone. L'objectif aujourd'hui est de refaire notre bilan carbone. Donc, nous avons un projet d'ici un mois de recommencer un deuxième bilan carbone pour faire une photo de nos rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de notre impact sur l'environnement, au moins sur cette problématique du réchauffement climatique qui pour moi est aujourd'hui une des problématiques mondiales. C'est la problématique mondiale dans les 20 ans à venir, en fonction des décisions que l'on va prendre aujourd'hui, et dans les jours à venir, et dans les années à venir. Voilà pour la genèse, pour planter le décor de Bluecom. Le contexte, voilà le contexte, on va le passer très rapidement parce que vous le connaissez tous. Hein. Aujourd'hui, on est sur des chiffres du GIEC qui nous donnent plus 1% d'augmentation de température il y a 15 ans, 1,5% en 2024, avant 2050, c'est sûr. Et le gros point d'interrogation, c'est en 2100, quid. Donc c'est entre plus 3,5 et plus 5 degrés, et pour les plus pessimistes, plus 6 degrés, donc là, fantastique. Et les impacts directs sont fonte des pôles, donc là on est quand même sur 1 milliard de tonnes de fonte de glace par jour, 1 milliard de tonnes par jour dans les pôles, ce qui impactera une montée des eaux. Alors aujourd'hui c'est peu sensible parce que ça se calcule en dizaines de centimètres. Mais le pôle Nord, c'est 6 mètres de hausse, et le pôle Sud, si le pôle Sud venait à fondre entièrement, hein, c'est 60 mètres, donc là, c'est pas une paille. Recul des forêts, 24 millions d'hectares en 2019, bon, merci président brésilien. Catastrophes naturelles, bien sûr, les incendies, les cyclones, là, on les suit depuis une dizaine d'années. Baisse de la biodiversité, on est à 1 million d'espèces menacées. Et certains scientifiques parlent même d'une menace d'extinction de masse, donc la 6e. Pollution des océans et de l'air, donc là on a aussi un impact direct sur notre consommation et notre économie aujourd'hui, un impact direct sur les pollutions diverses et variées. Pollution de l'air, dernier chiffre qui est apparu, c'est quand même, je crois que l'année dernière, c'était 8,7 millions de personnes sont mortes dans le monde, juste sur la pollution de l'air. Et en France, c'est 48 000 décès par an. Donc voilà, donc les chiffres fort sympathiques. Pour mettre un petit peu d'ambiance dans la soirée, Anthony m'avait dit dès le début, tu fais un truc qui est péchu, sympa, tu les fais rigoler pour lancer l'ambiance. Bon. On se marre bien, merci beaucoup Eric. J'ai un peu raté là. Et puis enfin, mais vous le savez aussi, on consomme 2 planètes par an dans le monde. Donc on consomme un petit peu plus que ce que l'on a potentiellement. Et en France, on est à 2,7 planètes. Bon, on est loin des 5 planètes des États-Unis. Hein. Et aujourd'hui, nous ne sommes que 7 milliards, et demain, nous allons être 9 milliards. Donc ça va poser encore d'autres problèmes. Alors, vous allez me dire la communication dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, oui, je vous ai mis que les scientifiques ont commencé à nous alerter il y a 50 ans, parce qu'il y a 50 ans, dans les années 70, on avait les premiers scientifiques qui ont commencé à faire des communications en parallèle des compagnies pétrolières sur les gaz à effet de serre dus à la consommation des énergies fossiles. Et là, bien sûr, les grandes compagnies, Esso, Texon et autres, ont fait un petit peu de lobbying, mais là, ils étaient quand même assez forts en communication et en lobbying. Ils ont eu des budgets no limites pour s'acheter, bien sûr, les meilleurs consultants des meilleures agences de communication du monde. Et on voit l'impact, c'est qu'en 50 ans, les choses ont très peu évolué. Mais les chiffres de certains scientifiques sont à très peu, enfin, à 10-15% près, sont les chiffres d'aujourd'hui. Donc 50 ans avant, on avait déjà quand même des prévisions assez fiables de ce qui allait nous tomber dessus. On n'a pas fait grand-chose.
Alors, pourquoi l'information et la communication ne font-elles pas évoluer les consommateurs et ne font-elles pas de nous des consommateurs responsables? Il est vrai qu'on peut se poser des questions parce qu'aujourd'hui, si on prend le fondement de la communication, elle est là pour influencer les consommateurs, influencer en termes de choix de marque, mais aussi pas que sur des critères qualitatifs, aussi sur des critères quantitatifs. Donc, on est arrivé aujourd'hui, notamment au travers de la communication de masse, qui a été dans les décennies passées, les grands médias, télé, radio, presse, affichage, etc., qui aujourd'hui perdent des parts de marché par rapport aux médias digitaux. Et ces médias digitaux, grâce à des technologies très avancées de one-to-one, de suivi du consommateur, d'analyse des comportements, du big data, ont des efficacités vraiment excellentes, enfin très bonnes, et un impact bien sûr direct sur nos consommations et la consommation des plus influençables, et notamment des jeunes. Mais pas que, pas que, pas que. Donc, deuxième point, il y a aussi un problème, c'est nous, enfin c'est surtout nous et notre cerveau. C'est qu'au centre de notre cerveau, nous avons le fameux cerveau reptilien, c'est un peu primitif, alors effectivement c'est le plus primitif, la partie la plus primitive qui nous reste, mais elle nous a servi à survivre il y a 20 000 ans, parce qu'il fallait d'abord se nourrir et ensuite se reproduire. Mais aujourd'hui, elle nous sert surtout, elle nous pousse surtout à surconsommer. Puisqu'en fait, le cerveau reptilien, c'est l'endorphine et la recherche du plaisir, et la surconsommation nous permet aujourd'hui, la consommation et la surconsommation nous amènent aujourd'hui à consommer de plus en plus de produits pour satisfaire de plus en plus enfin du moins ces contraintes, si on peut l'appeler ainsi, ces contraintes du cerveau reptilien. Donc on a tendance, c'est ce que je mettais à la fin, on a tendance quand même malheureusement à perdre le contrôle. Donc les consommateurs perdent le contrôle. Et alors là par contre, pirouette, cacahuète, comment je fais alors là, je voulais juste vous montrer une pub. Tu retires ton partage d'écran, ouais, nickel. Tac. Hop. Et là, tu peux remettre en plein écran et on est bon. Après avoir mis nos instants au sommeil, il est à nouveau temps de s'ouvrir au plaisir de conduire BMW. Ensemble, reprenons le chemin de notre liberté. Pour vous accompagner en toute sérénité, BMW s'engage. Votre concessionnaire vous propose la commande, l'essai et la livraison à domicile ou à distance. Et jusqu'au 30 juin, bénéficiez de solutions de financement avantageuses et sans aucun apport sur une sélection de BMW neuves et d'occasion disponibles immédiatement. Après avoir mis nos instants au sommeil, il est à nouveau temps de s'ouvrir au plaisir de conduire BMW. Hop. Et voilà. Donc là, on a réussi quand même pendant 1 an à diminuer notre consommation globale d'énergie fossile. Alors surtout, enfin en grande partie grâce au transport individuel qui a chuté, que ce soit en voiture, en avion, bien sûr, parce que là, les avions, je crois qu'on est rendu à 67% d'activité et de trafic en moins en 2020, donc c'est quand même exceptionnel et énorme. Donc, on a baissé pour la première fois depuis des décennies notre taux de rejet de CO2, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, au moins, le confinement nous a servi à quelque chose, et donc la Covid nous a servi à quelque chose. Donc, on a été confinés jusqu'en mai. Et en juin, vous avez vu cette publicité de BMW. Et là, hop, c'est reparti comme en 14. On recommence comme si de rien n'était. On tourne la page du confinement et justement de cette position de consommation plus limitée et donc d'un impact plus limité sur la planète. Et vous avez, donc là je vous ai repris le début, après avoir mis nos instants en sommeil, donc là on revient de cerveau reptilien. Il est à nouveau temps de s'ouvrir au plaisir, donc en gros de consommer, de surconsommer, d'acheter des voitures neuves, etc. Donc, pour une marque comme BMW, qui pourtant est une marque qui ne se positionne pas comme marque
environnemental, développement durable à la pointe, mais qui pourtant utilise, notamment dans ses matériaux de construction et dans son recyclage, un cycle de vie de produit qui est quand même relativement économe en besoin de matière et d'énergie, enfin, surtout de matières premières. Alors les plastiques sont issus du végétal, donc biosourcés, les bois sont quand même des bois chez BMW, FSC, alors la consommation de bois est limitée dans les voitures, vous allez me dire, mais sont des bois issus de forêts gérées durablement. Les alus utilisés dans les voitures sont des alus recyclés de canettes, etc. Donc, il pourra avoir un discours très environnemental et développement durable, mais là, vous voyez la première pub qui est passée à la télé et en Europe pour BMW, post-Covid, était quand même très... enfin, montre tout à fait le retour aux bonnes habitudes des grandes entreprises et de la consommation. Alors, le rôle du communicant dans tout ça, alors le rôle du communicant, si on lui met son t-shirt vert, son bonnet vert et ses chaussures vertes, donc le rôle du communicant vert, c'est quoi? C'est d'abord d'accompagner les annonceurs, donc pour un DIRCOM, d'accompagner son entreprise, ses dirigeants dans une voie plus sobre. Ensuite, c'est faire progresser les parties prenantes. Là, c'est tout votre environnement, notamment vos fournisseurs et partenaires. Vous avez un impact quand même réel sur vos fournisseurs aujourd'hui dans la sélection, ne serait-ce que d'un imprimeur. Vous pouvez, vous, lui imposer un cahier des charges dans vos besoins et demandes d'impression. Pareil, vous avez besoin d'héberger votre site Internet, eh bien, vos fournisseurs pour l'hébergement ont peut-être une démarche, comme on peut l'avoir aujourd'hui OVH, le leader européen, une démarche quand même sobre et qui tend vers le zéro carbone, et Google, pareil, et aujourd'hui essaye de tendre vers le zéro carbone. Donc, on peut avoir des parties prenantes sur lesquelles on peut aussi avoir une influence. Alors, je ne dis pas d'avoir une influence aujourd'hui sur Google ou OVH, ça va être un petit peu compliqué, mais auprès de vos fournisseurs locaux, vous pouvez très bien avoir cette capacité de les faire progresser, de les tirer vers le haut. Alors, bien sûr, accompagner les annonceurs quand ce sont vos clients pour une agence de communication, ce n'est pas simple. Quand vous avez un discours éco-communication, vous sentez très vite, en l'espace de quelques minutes, si votre client est à l'écoute ou pas. Nous, on a des clients pour lesquels le choix d'un papier, par rapport, on va venir dessus tout à l'heure sur les choix de papier, mais par exemple, un choix de papier recyclé, si on dit au client, voilà, on vous propose un papier recyclé, en termes de coût, ça va vous coûter 10% de plus, etc. Et là, le client vous dit, non, aucun intérêt, je vais rester sur mon papier classique. Ça peut arriver. On a un client récemment qui nous a demandé, enfin récemment, il y a un an, qui nous a demandé pour un événement, c'était le dernier événement physique que nous avons réalisé en février 2020. Et oui, ça existait encore en février 2020. On se voyait, on faisait des stands, on montait des panneaux de stands, on mettait de la moquette au sol. Et là, la moquette au sol, c'est pas bon du tout. Et donc, on avait mis de la moquette que dans les stands, et comme le sol n'était pas très bon, le client nous a dit, il faudrait mettre de la moquette dans les allées. Alors, je lui ai dit, oui, mais ce n'est pas développement durable de mettre de la moquette dans les allées. Il nous faut 2200 mètres carrés de moquette en plus. C'est pas bon, il faut la produire, il faut l'amener, il faut la recycler derrière. Et le client, j'avais l'impression de parler à un mur. Et puis, comme je voyais que mon discours avait peu d'impact, j'ai sorti ma calculette. Je lui ai dit, même pas besoin d'une calculette d'ailleurs. Je lui ai dit, voilà, un peu plus de 2000 mètres carrés à 5 € du mètre carré, eh bien, ça vous fait un peu plus de 10 000 € de budget en plus. On était déjà rendu à plus de 200 000 € de budget. Et là, le client a dit, bizarrement, bah oui, tout compte fait, c'est une bonne idée, on ne mettra pas de maquette dans les allées. Et bien sûr, inciter les consommateurs à mieux consommer, c'est aussi une tâche des communicants à communiquer sur de la sobriété et pas inciter les consommateurs à consommer plus, mais à mieux consommer. Alors, on n'est pas en décroissance et à ne pas consommer du tout. Hein. Là, je parle de mieux consommer. D'ailleurs, on le voit dans la communication, en dessous, je vous ai mis communiquer différemment de la culpabilité à la promesse.
c'est un problème aujourd'hui alors ça c'est Thierry Libart qui a écrit un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les vents porteurs et qui disait justement on a culpabilisé les consommateurs pendant 20 ans sur mange pas de viande, fais pas ceci, fais pas cela, prends ton vélo, ne fais pas ci, prends pas l'avion. Donc on est dans la culpabilité, on s'aperçoit aujourd'hui que cette communication et cet angle de communication fonctionne peu, fonctionne pas très bien. Et en fait, il est plutôt sur une réflexion de se dire il faut plutôt construire une promesse que l'on va faire au consommateur, une promesse sur laquelle on va justement essayer de le pousser à faire évoluer son comportement, avoir une attitude plus en harmonie avec la nature, donc que ce soit principalement dans le fond de la communication. Il faut qu'on essaie de positiver ce changement de consommation, ce changement de prisme lié à la consommation et à la communication. Alors souvent, on en revient au colibri, je fais ma part. Ça, c'est l'histoire que nous avait racontée il y a 3 ans au Palais des Congrès du Futuroscope, Frédéric Bedos, qui nous avait fait une magnifique conférence et qui nous a raconté l'histoire, son histoire de petits colibris et que l'on fait tous ou presque tous. C'est je fais ma part, c'est l'histoire du petit colibri qui vit dans une forêt, la forêt commence à prendre feu, tous les animaux s'enfuient. Et puis le petit colibri se dit, non, moi je ne vais pas m'enfuir, je fonce à la rivière, je vais prendre 3 gouttes d'eau, je les ramène sur le feu. Bon. Et puis il fait des allers-retours et les autres animaux lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne vas jamais éteindre le feu avec 3 gouttes d'eau, mais ce n'est pas possible. Et il dit, moi je fais ma part, j'aurais au moins fait quelque chose, et il continue. Et puis tout d'un coup, un deuxième animal arrive et commence à prendre de l'eau, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et tout d'un coup, tous les animaux de la forêt vont chercher de l'eau et éteignent le feu. Donc là, l'histoire du petit colibri, c'est j'ai fait ma part. Individuellement, l'impact est nul ou quasi nul. Collectivement, l'impact peut être très bon et peut porter ses fruits. Donc, pour en venir aujourd'hui à notre situation sur le réchauffement climatique, les gestes que l'on fait aujourd'hui sont des gestes effectivement qui vont marquer nos décennies, voire nos siècles à venir. Donc, autant les faire le plus vite possible. Donc, pour ça, appliquer dans nos entreprises le plus de bonnes pratiques. Alors là, nous, on va parler que de communication, mais les bonnes pratiques dans l'entreprise, elles sont au-delà de la communication et au-delà de l'usage de vos outils ordinateurs et autres. Et on n'a pas le temps d'aborder tous ces sujets ce soir, autrement je vais me faire gronder par Anthony. Alors l'éco-communication, les a priori. Alors les a priori que nous on a régulièrement, c'est moins efficace, c'est plus cher, c'est contraignant. Alors, effectivement, on l'entend régulièrement. Mais moins efficace, pourquoi? Non, on n'est pas sur des critères purement quanti, on est sur des critères qualitatifs et d'image. Et l'éco-communication aujourd'hui, on le voit au niveau du consommateur, au niveau des collectivités, prend une place de plus en plus importante. Donc en termes d'efficacité, je parle du fond, on n'est pas moins efficace. Dans la forme, on n'est pas moins efficace non plus. On communique différemment, mais peut-être sur de la sobriété, peut-être sur moins de volume, mais avec une meilleure qualité de message. Donc il n'y a pas moins d'efficacité. Parfois même, il y a plus d'efficacité. Plus cher, effectivement, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple du papier recyclé qui coûte un peu plus cher qu'un papier classique, il est vrai, mais pas qu'un PEFC, pas qu'un FSC. Mais globalement, l'histoire de mes 2000 mètres carrés de moquette tout à l'heure, en fait, c'est pas plus cher. En fait, la sobriété a permis aux clients d'économiser 10 000 euros. Donc, on le verra tout à l'heure, il y a quelques exemples où on peut faire aussi des économies. C'est contraignant parce qu'il faut changer nos habitudes, faire différemment. Avoir une communication avec ses prestataires, avec ses fournisseurs, avec ses clients différentes. Il y a effectivement un investissement au début, mais je veux dire, cet investissement est quand même très limité en temps, peu énergivore et quand même très intéressant, intellectuellement parlant. Donc globalement, bilan plutôt très positif. Et faire évoluer ses valeurs, son image, c'est donner du sens à son entreprise, c'est aussi donner du sens à sa vie et donner du sens à tout
à tous ces parties prenantes que l'on évoquait tout à l'heure. Quand on commence à faire de l'éco-conception, de l'éco-communication, déjà ça nous permet, de nous différencier par rapport à nos concurrents, mais en positionnement c'est quand même hyper important, et en communication on le voit, parce que nous la com, la stratégie créa se base beaucoup sur le positionnement produit. Positionnement, c'est l'identification et la différenciation. L'identification aujourd'hui, vous avez tellement de concurrents que comment sortir du lot? Et pour sortir du lot, il faut se différencier. Et l'éco-communication, et l'éco tout court, est un des éléments pouvant vous permettre de vous différencier. Motiver vos collaborateurs. Alors, il est vrai que là, les collaborateurs, à vous de faire passer le message en interne, mais les collaborateurs, généralement, vous suivent sur ce type, j'allais dire surtout s'ils sont jeunes. Il est vrai qu'il y a une sensibilité plus importante chez les jeunes que chez les seniors. Mais globalement, on arrive à faire passer le message auprès de tous les collaborateurs. J'ai rajouté attirer les jeunes pépites. Pourquoi? Parce qu'on reçoit à l'agence régulièrement des CV, beaucoup de CV de stage et des CV moins, mais heureusement d'ailleurs, pour des jobs. Mais on en a quasiment, je pense, un CV sur deux, ou du moins un mail sur deux, où le jeune nous met j'ai trouvé votre angle d'éco-communication, votre attrait pour le développement durable, etc., votre management vert, très intéressant, ça m'intéresse. Et ça, c'est un discours que l'on n'avait pas du tout il y a 10 ans, que l'on a commencé à avoir il y a 5 ans et qu'aujourd'hui, on a très régulièrement. Donc, voilà. Donc la stratégie créative responsable, on en a parlé tout à l'heure rapidement. Effectivement, ça c'est un angle que l'on prend aujourd'hui de plus en plus. Est-ce qu'il faut pousser la consommation sur des critères purement quantitatifs? On l'a dit, non. Aujourd'hui, en strat, on est plutôt sur du quali et sur essayer de véhiculer un fonctionnement et un mode de vie différent. Alors là, je vous ai mis durable et vertueux, effectivement. On est tout à fait dans des valeurs, dans l'idée de donner du sens que l'on avait aussi, que j'évoquais sur le slide précédent. Alors, je vous ai rajouté, sinon demain, nous y serons contraints, pourquoi pas, parce qu'on a aujourd'hui des lois sur la communication sur les alcools, sur les tabacs, sur l'agroalimentaire. Aujourd'hui, on est obligé de communiquer avec manger, bouger, etc. Aujourd'hui, on commence à avoir les premiers projets de loi sur la communication qui va être interdite, sur tout ce qui est notamment les compagnies pétrolières. On a évoqué récemment l'idée de limiter la communication à certains types de véhicules, comme les SUV. Alors ça a été enterré. Mais je veux dire, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de limiter la communication? Même pas, parce qu'elle se fait naturellement. Si vous regardez, si on reste chez les constructeurs automobiles, vous regardez les publicités depuis un an. Depuis un an, la plupart des pubs dans les grands médias, la télé, la radio, la presse, l'affichage, dans le digital, aujourd'hui, 27% des publicités sont sur des véhicules électriques. Donc on est tout à fait dans la sphère développement durable. Et je crois que le budget de l'année dernière, rien que sur les véhicules électriques à énergie alternative, était de 350 milliards d'euros. Donc c'est des budgets qui sont aujourd'hui très très importants. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments. Il y a le fait que le consommateur est demandeur de ses produits de plus en plus. Donc il y a aussi une adaptation bien sûr naturelle à l'évolution des attentes et des besoins. Il y a une évolution technologique aussi, bien sûr, mais il y a une vraie contrainte où aujourd'hui les constructeurs automobiles sont obligés d'équilibrer leur bilan carbone global, ramener au nombre de véhicules, donc ils font une moyenne des véhicules vendus et du CO2 au kilomètre de chaque véhicule vendu. Et s'il dépasse, alors je ne sais plus si la barre est à 110, mais si les barres dépassent les 110 grammes au kilomètre, ils ont des pénalités. Alors les pénalités, ce n'est pas 10 000 euros, hein. Les pénalités, je crois que Fiat, la pénalité 2022 doit être autour de 2 milliards d'euros. Donc ça a poussé un peu Fiat à
a accéléré le pas sur la fameuse Fiat 500 électrique. Ça a permis à Fiat aussi d'investir de gros budgets en communication que vous voyez depuis quelques mois sur la Fiat 500 électrique. Budget très lourd avec Leonardo DiCaprio. Et puis, et là, on se retrouve sur un marché qui évolue naturellement sur ce type de véhicule. Les prévisions sur les legs, de toute façon, c'est autour de 2030 avec, en termes de vente, 95% du marché en termes de vente. Alors, au niveau de la communication, si on revient sur le print, l'éco-communication au niveau du print, alors, pourquoi fait-on encore du print aujourd'hui? Du papier, on va se dire, il faut des arbres, il faut transporter, débiter, avec les chutes, parce qu'en Europe, on utilise uniquement les chutes de bois et des bois non consommables sur des réseaux traditionnels pour la pâte à papier. Après, il faut fabriquer la pâte à papier, transporter le papier, etc. Donc, on peut dire que le print est quand même une des solutions qui a le moins bon bilan carbone de la communication. Sauf qu'aujourd'hui, le print est incontournable. En 2010, Leclerc nous annonçait que plus de communication en 2020, plus de communication papier en 2020. Aujourd'hui, Leclerc fait toujours du papier. En termes de création de trafic, c'est le meilleur support de communication sur de la distribution toute boîte. Donc la grande distribution moderne, même si elle se digitalise de plus en plus, dans son équilibre, maintient toujours ses budgets traditionnels. Alors, comment minimiser son impact? Parce que là, le rôle est ici, le but est là. Bon, globalement, c'est faire moins, bien sûr, mais c'est aussi travailler sur les papiers. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, les PEFC, FSC, qui sont des labels de papier issus de forêts gérées durablement. Alors, PFC, c'est plus contraignant que FSC est plus contraignant que PEFC. Donc, FSC, c'est le label américain. Plus contraignant donc que la qualité du papier, FSC en termes de critères environnementaux est meilleur que le PEFC. Après, vous avez le recyclé, que l'on évoquait tout à l'heure, donc ça c'est un élément important aujourd'hui d'utiliser du papier recyclé, mais souvent on utilise du mixte. Vous avez de plus en plus dans les offres des imprimeurs des papiers 50-50, c'est-à-dire 50% en papier issu de forêts gérées durablement et 50% en papier recyclé. Et derrière, surtout, n'oubliez pas de mettre en place justement des systèmes de recyclage et de récupération de vos papiers. Une tonne de papier recyclé, ça économise quand même 300 kg de CO2. Après, vous avez le grammage. En fonction des documents, aujourd'hui, sur de la rotative, on imprime sur du 60 ou du 70 grammes, alors que le papier de base de bureautique est en 80 grammes et déjà fin. Mais on arrive à diminuer les grammages, qui permet sur du toute boîte de baisser en termes de tonnes. Donc une tonne de papier, c'est quand même très important. Et là, c'est plusieurs tonnes. Après, vous avez l'ancrage. Aujourd'hui, on essaye de travailler uniquement sur des encres végétales, donc issues de pigments végétaux. Et ensuite, les vernis. Alors, les vernis, vous avez les fameux pelliculages et vernis brillants qui sont issus de produits pétrochimiques issus du pétrole, qui là ne sont pas très bons, et en termes de recyclage, c'est une catastrophe. Donc, à éviter. On utilise aujourd'hui plutôt des vernis acryliques qui sont à base d'eau, qui là posent beaucoup moins de soucis pour l'environnement. Mais vous allez me dire, en fonction de l'usage que vous en faites, un vernis offset sur un document, un catalogue par exemple, qui va être un catalogue utilisé tous les jours en B2B, c'est un catalogue technique par exemple, où les professionnels vont l'utiliser tous les jours, vous ne pouvez pas utiliser un vernis offset acrylique, ne résistera pas, il cassera. Donc vous serez obligé d'utiliser un vernis type pelliculage. Donc pétrochimique malheureusement, mais si on peut l'éviter, tant mieux.
Le format est important, on ne l'évoque pas ici, mais je ne l'ai pas mis, mais le format est très important parce qu'il faut rester sur des formats machines. En fait, les clients qui vous disent voilà, je veux un beau format carré, très bien, c'est original. Si c'est pour faire juste une plaquette institutionnelle à quelques centaines d'exemplaires, ce n'est pas très grave. Sauf que le format carré, ce n'est pas un format machine. Donc, vous aurez une perte papier, ce qu'on appelle la gâche, une gâche importante, et qui va partir directement à la benne et directement au recyclage. Donc, à l'idéal, essayez de partir sur des formats machines 8 pages, 12 pages, 8 pages, 16 pages, pardon, qui sont des formats standards, donc pour vos documents, plaquettes, imprimés. Après, vous avez le choix de l'imprimeur. Le choix de l'imprimeur, là, c'est rechercher des imprimeurs labellisés. Alors, vous avez les labels PEFC, FSC que l'on a évoqués. Vous avez le label Imprimeur qui là est un label contraignant en termes de recyclage des produits. Vous avez tous les ISO 26000, les ISO 14001 qui sont des labels liés au développement durable. Et puis certains même ont fait des bilans carbone. Donc demandez patte blanche à vos imprimeurs pour savoir quels sont leurs labels et leurs démarches qu'ils ont mis en place. Les événementiels, voilà, l'événementiel est aussi un lieu de consommation important et de bilan carbone généralement pas très bon. Alors là, je parle de présentiel. Pourquoi? Parce que le premier poste des événements présentiels en termes de CO2, c'est le déplacement. Vous avez entre 60 et 90% du rejet de CO2 d'un événementiel type salon qui va être lié au déplacement des exposants d'un côté et puis des visiteurs de l'autre. Donc, pas très bon. Donc, ce qui veut dire que quand vous créez un événementiel, il faut le situer géographiquement plutôt central, plutôt facile d'accès, avec une gare TGV, par exemple, à proximité, des moyens de communication verts, on va dire, mettre en place du covoiturage, enfin, il y a différentes formules. Le deuxième poste, c'est le poste traiteur. Alors là, c'est pareil, hein. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de traiteurs écolabellisés qui travaillent en produits de saison, en circuit court. Là, vous demandez aux SPN, ils les connaissent tous au niveau local, puisqu'ils ont déjà une démarche très pointue sur le sujet. Mais c'est un poste important. Et on travaille aussi en amont avec les traiteurs sur les problématiques de déchets et de pertes. La communication d'événements qui, elle impacte peu, elle impacte très légèrement, mais elle impacte peu. Alors, certains événements, les traitent zéro carbone, sans papier, sans print, mais aucun événement est zéro carbone, en fait, puisqu'on a toujours un minimum de carbone lié, ne serait-ce qu'au numérique et au digital, lié à la consommation électrique et à la fabrication des outils digitaux. Vous avez après les stands, donc les panneaux de stand, vous avez l'éclairage sur les stands qui consomment de l'électricité, bien sûr. Les moquettes, on en a parlé tout à l'heure, là c'est le pire du pire au niveau des stands. Et après, vous avez tout un tas de détails que vous pouvez traiter avec le Parc Expo sur les problématiques de nettoyage, de consommation d'eau, de déchets, de tri, d'évacuation des produits, de tri sélectif, bien sûr. Donc l'événementiel, quand il est pur physique, 100% physique, a un impact fort sur l'environnement. À vous d'essayer de limiter cet impact. Après, vous avez deux autres formules. La formule qui se développe aujourd'hui, c'est l'hybride et le distanciel. En hybride, vous faites du 50-50 avec une partie présentielle pour les locaux, par exemple, et pour les plus lointains, vous faites du distanciel avec un plateau télé, avec un salon virtuel. Donc ça, aujourd'hui, ça fonctionne très, très bien. Il y a des plateformes qui marchent très, très bien. Ça fonctionne depuis un an, ça fonctionne vraiment super. Et puis, vous avez le full digital qui, là, lui, est 100% digital, comme ce soir, où il n'y a pas du tout de présentiel. Et on fait tout sur une plateforme informatique, plateforme digitale, à 100%. Sobriété numérique, là, on peut passer rapidement parce que le SPN a déjà fait plusieurs conférences sur cette problématique du numérique et du digital. Alors effectivement, aujourd'hui, le numérique et le digital, ça a complètement explosé. Quand on voit toutes les plateformes de streaming, tous les nouveaux réseaux sociaux qui sont quand même
très consommateurs de bande passante d'un côté, de serveurs, d'électricité. Donc, alors, on parle beaucoup de conso, mais il faut aussi parler du hard. Aujourd'hui, sur un produit comme un smartphone, le bilan carbone du smartphone, il est plus sur la production du smartphone que sur la consommation d'électricité. Donc l'impact environnemental est plus sur la fabrication en elle-même du produit, de l'ordinateur, du smartphone. Mais l'utilisation génère quand même des consommations assez fortes. Alors tout à l'heure, je parlais des serveurs comme OVH ou Google. Effectivement, aujourd'hui, ils font quand même de très, très gros efforts sur ce sujet pour limiter leur conso et arriver à un équilibre zéro carbone. Je crois qu'aujourd'hui, OVH doit être à 95%, donc il n'en reste plus que 5% en énergie verte et compensation. Il n'en reste plus que 5% pour être à zéro carbone, à décarboner leur serveur. Et puis derrière, ils recyclent aussi le chaud, c'est-à-dire que le chaud dégagé, la chaleur dégagée par les serveurs est réutilisée. Donc il y a vraiment une vraie réflexion en amont. Et puis, il faut jouer sur la durée de vie. Tout à l'heure, je parlais du hard, donc des ordinateurs, des smartphones, des tablettes. Mais il faut aussi réfléchir à la durée de vie de vos produits, puisqu'aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un smartphone, c'est 18 mois. Donc, quand on voit les jeunes aujourd'hui qui achètent des smartphones, au bout d'un an, leur smartphone est obsolète et ils ne pensent qu'une chose, leur obsession, c'est avoir la dernière version du iPhone, la dernière version du Samsung. Et ça, c'est une vraie catastrophe écologique. Donc derrière, il faut recycler, même si vous changez régulièrement vos appareils, il faut les mettre dans des cycles de recyclage. Il y a un très, très gros business à faire dans les années à venir. Et déjà, beaucoup d'entreprises ont compris qu'aujourd'hui, il fallait se positionner sur le recyclage. Donc, après, dans l'usage d'Internet, dans l'usage, ouvrir par exemple 15 onglets en même temps, là vous le voyez, j'en ai, parce que je n'ai même pas mis en plein écran, hop, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5 onglets, des fois on peut avoir 10 onglets ouverts, plus on a d'onglets ouverts, plus votre ordinateur consomme, mettre des systèmes bien sûr de veille, d'extinction de vos ordinateurs, ça c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus aujourd'hui. Ne pas utiliser, enfin utiliser au minimum les moteurs de recherche. Hein. Quand vous faites une recherche dans Google, effectivement, il y a une consommation. Si vous tapez directement de l'URL parce que vous avez déjà travaillé avec le fournisseur Lambda, vous tapez Lambda dans votre URL et votre navigateur va retrouver directement l'adresse sans passer par votre moteur de recherche préféré. Donc si vous pouvez éviter de passer par les moteurs de recherche, c'est très bien. Donc, naviguer sobrement. J'ai évoqué aussi les stockages, mais il faut limiter les stockages, photos, vidéos, etc. Donc, faire du nettoyage à tous les niveaux. Votre disque dur, votre cloud, votre gestion des mails, même votre corbeille mail, il faut la vider régulièrement. Alors maintenant, il y a des systèmes, hein, moi je ne le fais même plus parce qu'elle se vide automatiquement tous les, je ne sais plus quoi, 15 jours. Donc, il faut automatiser. Les labels, on en a parlé tout à l'heure, hein, ISO 26000, là on est dans le développement durable, ISO 14001, le management environnemental, et management et performance énergétique avec l'ISO 50001. Donc j'ai essayé d'accélérer un peu sur la fin parce que je crois que j'ai un peu débordé, ça va qu'une minute. Donc là, j'ai essayé de brosser très rapidement la situation actuelle avec une photo de la situation, pourquoi on en est arrivé là, comment. Pourtant, on est tous au courant qu'on va dans le mur, on ne fait pas grand-chose ou rien pour la plupart, et il va falloir qu'on se remonte les manches très rapidement. Donc, toutes les décisions que vous prenez aujourd'hui dans votre entreprise, mais aussi dans votre vie de tous les jours, que vous allez prendre, que vous avez pris hier, que vous prenez aujourd'hui, que vous allez prendre demain, eh bien, ces décisions vont avoir un impact dans les, j'ai dit décennies et centaines d'années à venir, mais les scientifiques parlent même des millénaires à venir, parce qu'il y a des gaps et des caps que l'on va atteindre qui vont faire des effets en chaîne très importants. Une bombe à retardement, par exemple, c'est le permafrost en Sibérie, au nord du Canada, où vous avez des milliards de tonnes. Alors là, c'est plus du CO2, c'est du méthane, donc qui est 6 fois pire que le CO2. Et ça commence à fondre. Donc là, on a du méthane qui part dans l'atmosphère
Si on pouvait le récupérer pour faire, je ne sais quoi, de l'électricité, ça serait miraculeux. Donc, il faut se bouger très vite. Donc, faire sa part, c'est le petit colibri, c'est un petit clin d'œil au colibri. Et rendez-vous le 6 mai, on organise avec Ayam, parce que je ne l'ai pas dit en intro, mais je suis président d'une interassociation des métiers d'entreprise. Donc c'est une interassociation avec 8 associations locales. Dedans, il y a Réseau Com 86, le CJD, les ressources humaines, les directeurs commerciaux de France, les GFE, Génération Femmes d'entreprise, entrepreneurs féminins. J'en ai peut-être oublié. Et on organise au Futuroscope une journée sur le climat, c'est une journée d'engagement. Donc le matin, on reçoit les jeunes, les lycéens, pendant 3 heures au Futuroscope, présentiel et distanciel. On espère avoir 250 à 300 en présentiel. Et l'après-midi, à partir de 14 heures, on vous recevra, ceux qui le veulent, à venir passer toute l'après-midi avec Jean-Marc Jancovici, qui est quand même un conférencier hyper pointu sur le sujet. Donc, conférence de Janco pour commencer. Ensuite, vous aurez un atelier par rapport à votre secteur d'activité. Donc, il y aura 6 secteurs d'activité différents et 1h30 d'atelier. Et après, on revient en amphi avec Janco ici, pour des questions-réponses. Voilà. Et puis le soir, on aura peut-être un grand conférencier, mais plutôt grand public. Mais là, point d'interrogation, on ne sait pas dans 2 mois où on en sera malheureusement avec la Covid.